Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du lundi de Pentecôte. Restez avec nous jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, chaque famille avait sa propre destination pour ce lundi de Pentecôte. La plupart ont préféré les lieux proches de leur domicile afin de limiter les dépenses et éviter les problèmes de transport. Radraman Zatouf sur les images de Nzar Ranjiansu. Situé non loin de la capitale, le bypass fait partie des endroits les plus prisés durant les jours fériés et les périodes de détente comme aujourd'hui. On y retrouve différentes attractions et des espaces de loisirs adaptés aux familles. Nombreux sont ceux qui ont choisi de venir s'y divertir à l'occasion de ce lundi de Pentecôte. Outre ceux qui sont venus se détendre, certains profitent également de cette période pour gagner un peu d'argent. C'est le cas de ce père de famille marchand de glace qui a souligné que les clients étaient nombreux aujourd'hui. Les sorties ne sont pas limitées aux périphéries d'Antananarivo. Certains ont également choisi de passer la journée dans les centres-villes, notamment au jardin d'Ambuzatouf. Si certains ont choisi de profiter de cette journée pour se détendre, d'autres ont toutefois dû assurer leur travail comme à l'accoutumée en raison des responsabilités liées à leurs fonctions. C'est notamment le cas des forces de l'ordre mobilisées pour assurer la sécurité et réguler la circulation. Sont également concernés les employés des stations-service, les personnels de santé ainsi que les journalistes contraints d'assurer la collecte d'informations et la couverture des divers événements de la journée. Dans les actualités également, une sortie qui a viré au drame. 2 jeunes femmes ont été percutées par un train ce jour dans le quartier de la Jirama Anjefana Buzanar. L'une a perdu la vie, tandis que l'autre a été grièvement blessée. Elle se trouvait aux abords de la voie ferrée longeant ce quartier. Selon les informations, elle portait des écouteurs et n'aurait pas entendu les avertissements sonores émis par le train. Le violent choc a causé de graves blessures. L'une des victimes est décédée, tandis que l'autre a été sérieusement touchée. Cet accident rappelle une fois de plus l'importance de la vigilance sur les routes et à proximité des voies ferrées afin d'éviter de tels drames. Et puis revenons à la journée d'hier où le président Ange Rajoelina n'a pas oublié la population malagasy à l'occasion de cette célébration de la Pentecôte. Il a publié hier un message sur sa page officielle dont voici le contenu. Ceux qui croient et qui ont la foi ont souvent été persécutés et aujourd'hui encore, comme le peuple hébreu traversant le désert, nous connaissons l'épreuve et la souffrance. Mais Dieu n'abandonne jamais ceux qui gardent l'espérance et la confiance en lui. Même loin de vous, je suis de tout cœur avec vous. Gardons notre unité et notre confiance, car après, l'obscurité ne dure jamais. Car je connais les projets que j'ai formés en vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Et de nombreux fidèles chrétiens se sont rendus hier dans les lieux de culte à l'occasion de la Pentecôte, célébration de la descente du Saint-Esprit. Pour la majorité des églises catholiques, cette fête marque également le moment de la première communion pour les jeunes qui s'y sont préparés. Pour l'écart Saint-François-Xavier Antanmen, ce sacrement sera toutefois administré ce samedi. Détails sur les images de Nzara Ranjiansu. Le premier office religieux a débuté hier à 6h30 du matin à l'écart Saint-François-Xavier Antanmen. Les fidèles se sont rassemblés pour célébrer la descente du Saint-Esprit sur les disciples du Seigneur, 50 jours après sa résurrection. Ils croient également que cet Esprit Saint agit continuellement en eux. Selon le responsable de l'Église catholique, une grande messe est organisée pour marquer cette Pentecôte. Pour l'écart Saint-François-Xavier, la remise de sacrement de la première communion se tiendra ce samedi et 160 enfants en bénéficieront. Samedi dernier, ils ont effectué leur confession.
Dans un tout autre sujet, les journées sociales de la Compagnie de Jésus ou jésuites ont mis l'accent sur la valorisation particulière des Fukutan. Les discussions qui se sont achevées samedi dernier se sont concentrées sur l'identification des points nécessitant des réformes sur les plans administratifs, des valeurs et des structures. Le thème choisi était « Faire face aux réformes et renforcer le développement à la base ». Les participants demandent ainsi la révision des lois régissant les Fukutan afin qu'ils deviennent de véritables collectivités territoriales décentralisées de base, selon les explications d'un membre du département de participation citoyenne et de promotion économique du centre Arub Faravouich. Ces propositions seront soumises lors de la conférence nationale prévue le 3 juin prochain par le département social et écologique de la Compagnie de Jésus. Les responsables ont également insisté sur l'importance de la participation de chacun dans le processus de réforme ainsi que sur l'utilisation des outils numériques pour la consultation citoyenne. Côté sport, le judo scolaire ou judo in-school ne compte plus se limiter au niveau national. La discipline ambitionne désormais de s'ouvrir à l'international. Objectif, permettre aux jeunes judokas malagasy de gagner des expériences et de se confronter à d'autres athlètes sur la scène régionale et internationale. Fernanda Rakutoarsul, Zaranjansu. 130 participants ont pris part à la deuxième édition de la Coupe d'Antananarivo de judo scolaire organisée ce jour au Palais des Sports d'Ankourndjan. Après cette compétition au niveau national, les pratiquants du judo in school se préparent déjà pour le critérium national prévu en Fianarantsu. Au-delà des compétitions nationales, les jeunes judokas malagasy auront également l'opportunité de participer à des compétitions au niveau de l'océan Indien. Une ouverture internationale destinée à favoriser leur développement sportif. L'objectif est aussi de permettre aux athlètes d'échanger leurs expériences lors des affrontements et de renforcer les liens avec les autres pays participants. Cette compétition au niveau de l'océan Indien est prévue vers la fin de l'année 2026. Et Madagascar s'apprête à participer au championnat d'Afrique de l'Est de karaté qui se tiendra à Nairobi au Kenya du 28 au 31 mai prochain. 8 karatékas sont pour l'instant retenus pour défendre les couleurs nationales, mais à quelques jours du départ, des difficultés liées au billet d'avion persistent encore. Narsou Razakasson et Michel Rakoutsan. Ils sont actuellement 8 karatékas à être sélectionnés pour représenter Madagascar au championnat d'Afrique de l'Est de karaté prévu à Nairobi au Kenya du 28 au 31 mai prochain. Les membres de l'équipe nationale poursuivent activement leur préparation afin d'être prêts pour cette compétition régionale. Toutefois, cet effectif pourrait encore évoluer en raison notamment des problèmes liés aux billets d'avion. Une situation qui pousse le président de la fédération à lancer un appel au soutien. Le niveau technique des karatékas ne cesse de progresser. Sur le plan africain, Madagascar occupe aujourd'hui une place importante dans cette discipline. Il est donc essentiel de participer à cette compétition. Le karaté continue en effet de gagner en visibilité sur la scène continentale, avec des performances remarquées lors des précédentes compétitions internationales. Mais au-delà de ces championnats d'Afrique de l'Est, 2 autres grandes compétitions internationales attendent également Madagascar au cours de cette année 2026, selon les responsables de la fédération. Le départ de la délégation est prévu le mardi 26 mai prochain en direction de Nairobi. Il s'agira de la première compétition internationale des équipes nationales malagasy de karaté pour cette année. Dans les actualités internationales, la Chine a lancé son vaisseau habité Shenzhou 23 et a réussi à l'amarrer à une station spatiale tôt lundi dans le cadre des ambitions de Pékin d'envoyer des humains sur la Lune d'ici 2030, ont rapporté les médias d'État. France 24. Lentement, le vaisseau spatial Shenzhou 23 s'arrime à la station spatiale chinoise Tiangong, palais céleste en mandarin. Ces 3 passagers rejoignent l'équipage déjà présent.
Ces taïkonautes vont y mener des expériences scientifiques et étudier les effets d'un long séjour en microgravité sur le corps humain. Pour accomplir cette mission, l'un des 3 taïkonautes y restera 1 an. Il sera choisi au cours de la mission. Premièrement, nous verrons comment les taïkonautes gèrent les vols de plus longue durée. Deuxièmement, cela permettra de tester notre capacité à préserver la santé des taïkonautes sur une longue période et d'affiner nos systèmes médicaux en orbite. Et troisièmement, cela nous permettra de mener des recherches continues à plus long terme sur des projets scientifiques et la validation de technologies. Objectif chinois, poser des astronautes sur la Lune avant 2030 pour y construire à terme une base scientifique habitée. Dans cette course vers la Lune et même un jour vers la planète Mars, la Chine est en compétition avec les États-Unis et leur programme Artemis. Pékin prévoit aussi d'accueillir cette année son premier astronaute étranger dans sa station spatiale. Il sera pakistanais. 2 personnes ont été tuées ce jour dans les frappes ukrainiennes dans les régions russes de Belgorod et de Bryansk, frontalières de l'Ukraine, ont indiqué les autorités locales. Du côté de Kiev, la capitale ukrainienne a reçu dans la nuit de samedi à dimanche une pluie de missiles et drones russes. France 24. Il est venu constater de ses propres yeux. Volodymyr Zelensky parcourt les rues de Kiev, martyrisé dans la nuit de samedi à dimanche par une pluie de missiles et drones russes. Direction le musée consacré à la catastrophe de Tchernobyl, partiellement détruit. Le musée de Tchernobyl, qui a d'ailleurs été construit pour le 40e anniversaire, a été construit il y a tout juste un mois. Et donc ils ont attaqué. Ils ont vu que c'était un musée, ils ont attaqué précisément le musée. C'est complètement fou. Le président ukrainien insiste sur le contraste entre les forces russes et sa propre armée qui ne ciblerait selon lui que des objectifs militaires. Car les salves tirées par Moscou dans la nuit de samedi à dimanche ont visé des musées, mais aussi des écoles, des habitations ou encore ici un centre commercial et là un marché où les stocks des commerçants ont été réduits en cendres. Tout était là. Ma vie. Tout ce que j'avais gagné. Et maintenant, tout a disparu. Même désarroi dans ce café de la capitale touché par un missile, que les propriétaires ont tenu à garder ouvert dans la journée. Les habitants des environs sont venus apporter leur soutien. Je sais qu'ils viennent tout juste d'ouvrir. J'ai souvent vu des travaux en cours ici. C'est donc en fait la première fois que j'y rentre. Malheureusement dans ces circonstances, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. D'autres régions ont été frappées dans la nuit, mais c'est à Kiev et dans les alentours que les dégâts sont les plus importants et qu'au moins 4 personnes ont été tuées. La veille, la Russie avait utilisé un missile hypersonique pouvant transporter une charge nucléaire, déclenchant de nombreuses condamnations de dirigeants européens. Comme pour justifier cette nouvelle phase de bombardements intenses, Moscou a fait diffuser ces images du lycée frappé dans la nuit de jeudi à vendredi par des drones ukrainiens dans la région occupée de Louhansk, des frappes qui auraient fait une vingtaine de morts. Et pour terminer, 2 personnes, dont un secouriste du comité islamique de la santé affilié au Hezbollah, ont été tuées dimanche par des frappes israéliennes au Liban, au lendemain d'un raid israélien qui a fait 11 morts, a annoncé le ministère de la Santé. France 24. Le cessez-le-feu au Liban n'a de trêve que le nom. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Israël continue de cibler le sud et l'est du pays, notamment les villes de Nabatiyeh et d'Erkanoun el-Nahar. Des frappes qui ont fait au moins 2 morts, dont un ambulancier du comité islamique de la santé affilié au Hezbollah. Un soldat israélien a également été tué selon l'armée. Le chef du Hezbollah demande au gouvernement libanais d'abandonner les négociations directes avec Israël et rejette l'idée de désarmer ses milices. Des négociations directes sont complètement inacceptables. Vous avez vu ce qui s'est passé le 17 mai. 35 cycles de négociations sans aucune avancée. Des négociations directes ne bénéficient qu'à Israël. Le désarmement signifie dépouiller le Liban de ses capacités de défense, ainsi que celles de la résistance et de ce peuple, ouvrant la voie à l'anéantissement. Naïm Kassem appelle aussi les Libanais à se mobiliser et à manifester dans les rues pour faire tomber le gouvernement.
Ces remarques ont entraîné une vive condamnation des États-Unis. Les États-Unis condamnent avec la plus grande fermeté l'appel irresponsable du Hezbollah à renverser le gouvernement libanais démocratiquement élu. L'ère où un groupe terroriste tenait une nation entière en otage touche à sa fin. Le Liban prépare un 4e cycle de négociations directes avec Israël à Washington les 2 et 3 juin. Des pourparlers qui seront précédés de rencontres entre les délégations militaires au Pentagone le 29 mai.